tous, merci à vous de nous rejoindre pour cette dernière quotidienne de cette semaine spéciale vacances. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va faire un petit peu de sport tout en se rafraîchissant puisqu'on parle natation avec Jenny dans ses sports. Et puis avec Anna, on s'occupe de vous. En cette période estivale, il faut bien sûr se protéger la peau, on en parle avec elle tout à l'heure. On fera également un rappel des règles de sécurité à respecter lorsque l'on sort en mer. Et pour finir avec Mara dans la science et nous, on s'intéresse aux nouveautés high-tech. Mais avant, place à l'invité du jour. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie Denoy. Bonjour. Bonjour Chloé. Alors vous êtes la coordinatrice des Nautiles de l'innovation qui sont déroulés en fin d'année dernière. Qu'est-ce que c'est les Nautiles de l'innovation? C'était la deuxième édition. Tout à fait. Donc les Nautiles de l'innovation, c'est un concours qui s'ouvre à un large public, autant particuliers, jeunes que professionnels, chefs d'entreprise, qui permettent de favoriser l'esprit d'innovation des Calédoniens tout en respectant les 3 piliers du développement durable que sont le pilier économique, environnemental et sociétal. Tout le monde peut y participer ? Tout à fait. En 2015, on a plus largement ouvert le concours. Donc voilà, particuliers, professionnels, chefs d'entreprise, étudiants, toutes les personnes qui peuvent avoir une bonne idée, voudraient nous présenter un projet innovant. Voilà, c'est ouvert à eux. D'accord. Alors une nouveauté par contre pour cette deuxième édition 2015, c'est que vous avez décidé là de collaborer avec une association, l'association Symbiose. Alors pourquoi ? Alors tout à fait, c'est sur l'impulsion de l'association Symbiose qui a contacté la Banque de Nouvelle-Calédonie directement, puisque en fait ils assurent la culture de la diffusion de la culture scientifique, et donc pour eux le côté culture scientifique et innovation plus développement durable s'y prêtait complètement. Oui. C'est une démarche qu'ils souhaitent impulser dans les collèges et lycées. Donc voilà, ils nous ont proposé cette association, donc on a évidemment accepté avec plaisir, puisque ça permet aussi de voir que nos jeunes ont plein de bonnes idées et qu'il suffit simplement de temps en temps de donner un petit déclic. Et voilà, ça pousse, ça émerge. Alors on avait reçu justement Magali Rolando, qui est la présidente de l'association, qui était venue nous parler de la fête de la science, et donc il y a eu un partenariat à ce niveau-là aussi. Tout à fait, donc on a pu, donc les 6 présélectionnés des Nautiles de l'innovation ont pu exposer au grand public lors de la fête de la science, le 3 octobre dernier, leur projet. Donc ça c'était une grande nouveauté parce qu'on souhaitait aussi démocratiser le concours pour que le public, dans son sens large, puisse s'exprimer sur qu'est-ce que c'est qu'un projet innovant dans le respect du développement durable. Donc on a pu aussi découvrir les projets des jeunes inventeurs. Donc voilà, cette fête de la science nous a permis de décrocher 2 prix. Le prix des jeunes inventeurs et le prix du public, puisque là c'est le grand public qui a voté pour son projet préféré. D'accord, donc il y a eu combien de participants pour cette dernière édition ? Alors au total, on a reçu une vingtaine de dossiers, donc, qui étaient tout à fait de qualité. Le choix était difficile. Donc sur ces 20 dossiers, on a sélectionné 6 projets. Et donc ces 6 projets ont fait l'objet d'une présentation à la fête de la science pour le prix du public. Devant un jury, c'est ça ? De qui était composé le jury ? Le grand public, donc toutes les personnes qui sont venues à la fête de la science au collège de Caméré. D'accord. Et pour le jury, justement, la sélection ? Et pour le jury, donc c'est l'association Symbiose, donc en la personne de Magali Rolando, et puis également le comité de direction générale de la Banque de Nouvelle-Calédonie. Alors quels sont les critères exacts de sélection ? Est-ce qu'il y a différentes catégories, il y a différents prix ? Alors les critères, c'est effectivement l'esprit d'innovation, donc soit l'idée qui est innovante, soit le projet qui est innovant. C'est un sens assez large de l'innovation. Ensuite, il faut que ça respecte un ou plusieurs piliers du développement durable. Et on demandait aussi aux personnes de faire preuve d'esprit d'équipe ou de respect dans leur projet. On va parler des lauréats, justement. Donc, il y a eu 3 prix qui ont été remis, 3 lauréats. Pour quel projet, pour quel prix exactement ? Alors 3 lauréats effectivement, donc le premier c'est le prix des jeunes inventeurs, donc là c'est une vraie fierté cette année puisqu'on a 2 jeunes lycéens, donc étudiants en première S. Première S, oui, ça c'est fou, voilà. Ils sont vraiment tout jeunes. Tout jeunes, donc c'est super qu'on puisse récompenser ces jeunes donc,
du lycée agricole de Pointe-Boute qui nous ont présenté un projet autour du béton de terre. Donc c'est Tristan Bataillé et Alan Berthelot. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est super parce qu'on a vraiment vu qu'ils tenaient leur projet à cœur. Ils ont fait énormément de tests pour pouvoir utiliser ce matériau comme un matériau de construction du futur. Donc aujourd'hui, c'est pas tout à fait prêt. On peut pas tout à fait construire complètement un bâtiment entier, mais c'est ça. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il reste un test à persévérer et on sera prêt à construire des bâtiments en béton de terre demain. Donc, en plus, on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, la terre, c'est important. Oui. Donc, c'est d'autant plus valeureux qu'ils puissent travailler sur ce type de projet. D'accord, donc une belle idée. Ensuite, il y a le prix du public, c'est ça? Oui, le prix du public. Donc là, le grand public a choisi la société NeoGreen. Très largement d'ailleurs, disons qui propose en fait une solution de fourrage hydroponique, donc à base d'orge germée. D'accord, donc qu'est-ce que ça veut dire exactement hydroponique? C'est-à-dire que c'est cultivé sur de l'eau? Comment ça se passe? Alors c'est ça en fait, donc c'est une solution qui propose donc la germination de l'orge à une croissance rapide, donc avec une gestion de l'eau, de l'arrosage automatique, pour permettre en très peu de temps de faire croître cette herbe et donc de permettre aux bovins ou tout autre animaux de se nourrir de façon optimale. D'accord. Donc la culture hydroponique, ça c'est pas nouveau. En quoi c'est innovant ce projet? Alors c'est innovant dans le sens où ça n'existait pas en Nouvelle-Calédonie. D'accord. On sait qu'en Nouvelle-Calédonie, on a des gros problèmes de sécheresse, notamment dans notre saison chaude. C'est ça. Comme en fin d'année par exemple, fin d'année et début d'année. Oui. Donc c'est une vraie révolution pour les éleveurs en Nouvelle-Calédonie puisqu'ils vont pouvoir pouvoir donner à manger à leur bétail sans attendre que l'herbe pousse et donc sans devoir arroser leur champ. Oui. Et en plus, ça permet de résoudre aussi le problème de foncier, c'est-à-dire que sur une petite parcelle, cet orge peut germer très facilement. Voilà. Il n'y a pas besoin de grande surface. Il n'y a plus besoin de grande surface. Donc une vraie révolution pour nos éleveurs calédoniens. Effectivement. Et un dernier prix qui a été remis, c'est le prix BNC. Tout à fait. Donc le prix BNC, c'est les collaborateurs de la banque qui ont choisi ce projet. Et là, c'est le projet Aqualone, donc de Monsieur Bernard Ballet, qui consiste en fait en un contrôle d'irrigation autonome pour permettre en fait de déclencher des cycles d'arrosage en fonction de la demande réelle des sols. Donc c'est un système intelligent qui cherche à comprendre les besoins de la plante et donc qui arrose en conséquence. D'accord, donc là ça permet de faire des économies d'eau déjà. Complètement, à hauteur de 30% par saison. Donc encore une fois, c'est pas négligeable dans un pays comme le nôtre. On parlait de sécheresse juste avant sur le prix du public. Effectivement, là aussi, on rationalise l'eau en fait. Tout à fait. On rationalise l'eau et puis on va vraiment chercher les besoins réels de la plante. Voilà, donc de beaux projets en tout cas très innovants qui vont donc dans le sens du développement durable. Qu'est-ce qu'ils ont gagné ces lauréats? Alors, ils ont gagné donc, pour le prix du public et le prix BNC 2 chèques de 700 000 francs qui vont leur permettre de déclencher leur projet tant dans la phase commerciale que de développement industriel. Ouais. Et pour nos jeunes inventeurs, donc ce prix c'est toujours à hauteur de 700 000 francs, mais là ça sera pour leur permettre d'acheter des billets d'avion et d'aller défendre leur prix à Kyoto lors d'une fête internationale de la science en 2016. D'accord, donc ils vont devoir, donc ça va leur permettre aussi eux de continuer à développer leur projet. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un suivi des projets après? Ça nous tient à cœur de savoir ce que deviennent nos lauréats, si cet argent leur a permis d'impulser le projet et de le développer. Et donc voilà, chaque année on fait un suivi pour savoir où ils en sont dans leur projet et s'il y a également d'autres personnes qui ont souhaité les accompagner. Alors pour ceux qui sont intéressés, comment on fait pour s'inscrire? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site internet, donc www.nautildeinnovation.nc, où on retrouve le règlement du concours, le dossier de candidature, le jury, les photos de l'édition précédente, les lauréats, etc. Donc un site internet très facile. D'accord. Qui donc sera mis en place pour l'édition 2016. Ah oui, ça sera reconduit cette année? Tout à fait.
puisque face au succès de l'opération et aux beaux projets que nous avons, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on le renouvelle en 2016. Donc les dossiers de candidature seront retirables à partir d'avril à peu près de cette année. Est-ce que, en plus des récompenses, est-ce que vous aidez aussi à mettre en relation les professionnels qui sont dans le domaine? Comment ça se passe? Oui, c'est une nouveauté aussi qu'on a mis en place cette année, l'année dernière. Il y a l'ADECAL, donc l'incubateur d'entreprise de l'IRD, qui a souhaité aussi nous accompagner sur ce concours, puisque l'esprit d'innovation est au cœur de l'IRD. Donc ça leur permet de défendre leurs projets et surtout d'être sensibilisés à la propriété intellectuelle. Puisqu'on sait qu'on a des beaux projets ici qui peuvent être... qu'il faut protéger. Parce que l'idée peut être facilement... volée, tout à fait, et donc exploitée et industrialisée par d'autres. Donc ça veut dire quoi concrètement? Déposer un brevet C'est déposer un brevet, faire attention à la communication du projet. Donc voilà, il y a plein de notions autour de la propriété intellectuelle que l'ADECAL dispense à nos lauréats. D'accord, très bien. Et bien Émilie Denoy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Chloé de votre invitation. Salut Jamie, on parle de natation aujourd'hui dans C'est Sport. Bonjour Chloé et bonjour à tous. Avec des nouvelles du pôle espoir océanien de natation, 7 nageurs sur les 8 pensionnaires du pôle espoir de la piscine de Coutiaux préparent actuellement les championnats de France qui se dérouleront dans la ville de Montpellier du 26 mars au 2 avril 2016. Si la plupart des calendriers sportifs sont en mode vacances, en natation, les nageurs calédoniens s'entraînent au rythme de leur homologue français. Alors, quel est le rôle du pôle? Quelles sont les missions et quel est le bilan 2015? Voici les réponses avec Pierre Andraka, le coordonnateur du pôle. Les objectifs, en fait, clairement, c'est d'élever le niveau de pratique en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai c'est une valeur ajoutée qu'on propose au travail des clubs. Donc, c'est vrai qu'après les championnats de Calédonie qui ont eu lieu ce week-end, on a pu constater un bon niveau d'ensemble, un niveau d'accès en finale qui est plus élevé. Et bon, c'est vrai qu'on envisage avec optimisme, mais en sachant que, bien sûr, un gros travail reste à fournir, les championnats de France qui se dérouleront à Montpellier au mois de mars, qui débuteront fin mars. Et nous partirons là-bas avec 11 nageurs. Donc on a bon espoir, effectivement, de représenter au meilleur niveau la natation calédonienne à cette occasion. En fait, si on peut tirer un bilan du pôle, puisque c'est de ça dont vous me parlez, en fait, ça fait maintenant, on va rentrer dans la 3e année d'activité. Et pour la première fois, je dirais qu'on va réussir à avoir un groupe homogène en 2016. Donc c'est vrai qu'au début, on a eu des difficultés à mettre en place cette structure, qui est toute nouvelle sur le territoire. Mais je crois qu'il a contribué à participer à une dynamique nouvelle avec tous les entraîneurs de club, en concernant tous les acteurs de la natation et bien sûr tous nos partenaires, aussi bien fédéraux qu'au niveau local avec le gouvernement de la DJS, de la Nouvelle-Calédonie, qui nous suit et qui nous aide. Bien sûr. Voilà, alors Jamie, quel est le poids de la natation dans le pays? La natation en Nouvelle-Calédonie, c'est plus de 3100 licenciés, 8 clubs pour 4 disciplines olympiques, la natation synchronisée, le water-polo, la natation en bassin, puis la natation en eau libre, la catégorie d'ailleurs qui a reçu l'une des 9 étapes du circuit mondial pour une distance de 10 km. Ça s'est passé sur la plage de Lansvata. Ce fut une grande première d'ailleurs pour le pays et une bonne nouvelle pour la discipline car durant 3 ans, cette étape se déroulera ici, une étape du circuit mondial avec les meilleurs, bien entendu, de la planète. Des arguments qui font de la natation la 3e ligue après le football et le golf. D'accord, donc on peut dire que c'est une discipline qui marche bien. C'est clair, et qui gagne du terrain, notamment le nombre de bassins qui augmente et la présence de la natation sur le territoire aussi. Après Pointe-Dimier, la piscine municipale du village Point-Bout fait son entrée sur la scène avec sa piscine municipale flambant neuve. Elle démocratise encore plus la natation en proposant des séances d'initiation pour le grand bonheur des gens de la zone VKP. Regardez plutôt ce reportage signé Audrey Saringat.
l'école de nage, donc de la piscine. On fait des activités, c'est des petites activités ludiques pour développer tout ce qui va être l'équilibre dans l'eau, les entrées dans l'eau pour qu'ils enlèvent toute appréhension. Donc là, le principe c'est de passer dans un petit château qu'on a construit avec ma collègue et puis de faire une petite roulade pour entrer dans l'eau. Ça a l'air d'apprécier, hein, ils aiment bien. Ils boivent un peu la tasse, mais ça les apprend justement à souffler dans l'eau en même temps. Allez, on y va. Allez, regarde, il vous appelle là. Vas-y, madame. Vas-y. Vas-y, mon chou. Allez, maman, elle prend une photo. Vas-y. On leur fait une grosse bombe. À mon avis, je trouve que la mer c'est un peu plus impressionnant pour des enfants par rapport à la piscine, sachant que la piscine c'est délimité, on va dire. L'eau est délimitée à un endroit. Donc voilà, je trouve que ça les met à l'aise pour après aller à la mer. On est prêts 1, 2, allez, feu. Aujourd'hui, c'était vraiment la découverte de tous les sports nautiques et vraiment, petite découverte de ce que c'est, avoir le matériel. Et les enfants qui pourtant sont souvent dans la mer n'avaient pas forcément accès à ça avant. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait de la natation, de la plongée. Voilà. Cette initiation consiste à découvrir les sensations de respiration sous l'eau et un peu d'effet d'apesanteur, donc avec tout le matériel de plongée sur soi et de balader, se mouvoir vraiment dans l'eau en respirant sous l'eau. Si tu mettras ces palmes-là, tu as déjà mis des palmes, t'as l'habitude, et puis on verra ce masque-là. Je vais me préparer. Il y avait un petit groupe très motivé d'une douzaine de personnes, donc à qui j'ai expliqué un petit peu les règles de base de l'apnée. Travailler l'apnée, c'est pas apprendre à ne pas respirer, c'est apprendre à respirer. Justement, la respiration est très importante, même si on va s'en passer après. Pour ça, c'est un exercice d'expiration lente qu'on fait aussi dans les entraînements statiques, et on peut faire ça pendant plusieurs minutes. C'est-à-dire l'objectif, pendant 2 minutes, on souffle l'air jusqu'à avoir les poumons vides. Donc c'est long, mais ça permet d'habituer en fait le corps à l'hypoxie, l'habituer à l'absence d'oxygène. Il faudrait quand même qu'ils remontent tous là. S'il n'y a plus de bulles d'air et qu'ils ne remontent pas, il faut aller chercher. Comment on respire sous l'eau? On souffle avec le nez. On souffle avec le nez, exactement. La principale consigne à respecter, ça va être de jamais bloquer sa respiration. Nous, on est là justement pour respirer, on ne fait pas de l'apnée, donc il faut toujours respirer. Et ensuite, il faut tout faire doucement. Les premiers gestes, ça va être donc d'équilibrer les oreilles, qui consiste à se pincer le nez et à souffler un peu par le nez. Et après, c'est les premiers signes de communication sous l'eau. Et après, c'est un peu d'aisance, de déplacement dans l'eau, savoir qu'on a des palmes et que tout se passe avec les jambes et pas les bras. C'est la spécificité sous l'eau. Vous vous souvenez comment on dit que tout va bien dans l'eau? Oui. Ouais, voilà, comme ça. Si ça va pas, c'est quoi? Non. Ça, c'est pour descendre. Ouais, ça c'est on descend. Voilà. Ça c'est ça va pas, ok? Ça va pas à mes oreilles. Ça va pas à mon masque. Ça va pas avec le requin, si jamais on va mettre un requin dans l'eau. Ok. Ensuite, on part donc une personne avec un moniteur pour qu'on puisse la tenir et vraiment se déplacer sous l'eau et respirer sous l'eau. Ok Zoé, alors tu vas pouvoir venir attraper mes mains. Voilà, maintenant il va falloir que tu te retournes. Viens t'asseoir dessus. Ok. Une séance assez facile de faire aimer parce que c'est avant tout des sensations qui sont nouvelles et donc dès les premiers instants on prend du plaisir et on découvre et donc un baptême c'est idéal, dès les premières minutes on s'amuse donc même en piscine rapidement c'est très simple de se faire plaisir sous l'eau. Ouais. Il y a très peu de risques en initiation que les gens poussent au-delà de leurs limites. Ils ne les connaissent pas encore du tout, il faut qu'ils aient des sensations. Ce qui est important c'est qu'ils prennent plaisir. Et surtout qu'ils prennent conscience que l'apnée, c'est l'école du relâchement. Dès qu'on a une sensation un peu négative, on se relâche et ça passe. Il faut positiver, être bien, prendre plaisir et accéder à un milieu aquatique
sans équipement, sans bouteille, tout ça, et être en apesanteur dans l'eau. Petit baptême de plongée pour des jeunes comme ça ou des enfants, c'est à la fois un amusement et donc une découverte, peut-être la découverte d'un sport auquel ils n'auraient pas pensé et qui peut les amener plus tard à faire d'autres baptêmes en mer et passer des niveaux pour en faire aussi, pourquoi pas plus tard, un métier, quoi. Voilà, alors la natation, c'est l'une des rares disciplines où les nageurs locaux côtoient quand même le niveau national, même international. On peut citer par exemple le nom de Lara Grangeon. Tout à fait. Ouais. Alors quel est le secret de la Ligue calédonienne de natation? Alors que selon la présidente de la Ligue, Céline Brasseur, le bon fonctionnement, on le doit au dynamisme des bénévoles et puis des entraîneurs. 40 ans de bénévolat et de dévouement, voilà. Dynamisme des clubs, des espoirs calédoniens qui s'illustrent à l'extérieur. Tu viens de citer le nom de Lara Grangeon, mais on peut parler aussi des belles performances d'Emma Terebo durant les derniers Jeux du Pacifique qui se sont déroulés à Port Moresby avec des résultats satisfaisants. Il faut dire que les voyants sont au vert, tout marche pour la natation calédonienne, de la réussite qui plaît bien entendu au public calédonien mais également aux institutions. D'ailleurs, la présidente de la Ligue, toujours Céline Brasseur, rend hommage aux collectivités. Elle disait, je cite, « Les collectivités ont vraiment joué un rôle important dans le développement de la discipline ». Et ça s'est démontré toujours avec le pôle Espoir océanien. D'accord, merci beaucoup Jamie. Merci Chloé et merci à tous. Bonjour Anna, tu nous parleras aujourd'hui des maladies qui touchent particulièrement la peau, comme par exemple l'impétigo ou encore les furoncles. Bonjour Chloé, bonjour à tous. C'est pas très joyeux comme sujet. Donc c'est un spécialiste qui va nous en parler. La peau, eh bien, c'est le miroir de nos émotions. D'ailleurs, l'expression qui dit être bien dans sa peau ou alors être mal dans sa peau, voilà, ça veut tout dire. C'est difficile justement de bien se sentir dans sa peau quand celle-ci présente eh bien, des imperfections. Ça peut être des réactions cutanées comme des petits boutons ou alors des rougeurs. Et puis il faut savoir aussi que la peau, eh bien, c'est le plus vaste de nos organes puisqu'elle représente environ 1,73 mètres carrés de surface et 15% de notre poids corporel. Ah oui, impressionnant en effet. Alors la peau est donc un organe. Pourquoi est-ce que c'est important? Quel est son rôle exactement? Alors pourquoi c'est important? Eh bien puisque la peau, elle a pour rôle de nous protéger eh bien, des radiations solaires premièrement, mais aussi de l'environnement. Alors le vent, la poussière, etc. Alors la peau, elle est constituée de 3 couches superposées. Il y a l'épiderme à la surface, ensuite il y a le derme et en dessous l'hypoderme. D'accord. Alors pour en revenir aux maladies de peau que l'on retrouve ici en Nouvelle-Calédonie, il y a l'albinisme qui est fréquent. Alors, à quoi est due cette maladie? C'est vrai qu'on rencontre souvent des personnes qui sont atteintes d'albinisme. Alors en fait, ça se caractérise par une dépigmentation cutanée, capillaire et aussi oculaire. Et c'est dû en fait à une carence tout simplement, ou alors à l'absence carrément de production de mélanine. La mélanine, on le rappelle, c'est le pigment qui donne la couleur aux cheveux, aux poils et aussi aux yeux et à la peau. D'accord. Alors les personnes albinos doivent éviter justement les expositions au soleil parce que du coup ils sont très très sensibles et ça peut carrément entraîner des cancers de la peau. Pour ce qui concerne l'impétigo, on en parlait en début de chronique, l'impétigo et les furoncles, comme on disait, c'est pas toujours très sympa. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de les éviter? Alors Chloé, pour éviter tous ces petits bobos, il faut tout simplement adopter des petits gestes simples au quotidien. Alors avoir déjà une bonne hygiène cutanée, la laver avec de l'eau tiède et puis utiliser un savon au pH neutre, voire légèrement acide pour ceux qui ont des peaux sèches. Il faut aussi penser à hydrater sa peau. C'est très important. Il faut utiliser une crème qui est adaptée à son type de peau, évidemment. Et puis avoir aussi une alimentation saine, c'est-à-dire variée et riche en légumes et en fruits. Et puis aussi peut-être changer certaines habitudes dans sa façon de vivre. Et par exemple, favoriser le sommeil, dormir beaucoup, car c'est pendant la nuit que la peau se régénère. Donc,
n'hésitons pas à dormir. Allons, viens, on va dormir. Peut-être pas maintenant. Et puis les spécialistes recommandent aussi de pratiquer, enfin d'avoir une activité physique. Voilà un peu pour les conseils au quotidien, mais moi je laisse plutôt le soin à un médecin de nous en dire un peu plus. Et si tu veux bien, on va au dispensaire de Tours avec le médecin-chef de ce dispensaire qui va nous en dire un peu plus. On regarde. Je pense que tous les jours, on doit voir entre 10 et 20 problèmes cutanés, plus ou moins graves. Le premier, celui qu'on rencontre le plus, c'est simplement parce que le germe en cause est le plus fréquent. C'est tout ce qui vient du staphylocoque doré. Le staphylocoque doré est un germe dont le réservoir est la peau, qui est excessivement courant, qui se transmet très facilement, qui donne des lésions de pus, qui peuvent avoir des aspects totalement différents. Ça peut être des folliculites, des furoncles, des abcès, de l'impétigo, pas mal de choses. Je pense que c'est la pathologie la plus fréquente ici, dans notre zone en tout cas. Ça pose un petit problème, ça n'est pas dangereux, on les traite facilement, mais c'est très souvent, ça oblige à éviter l'école, et donc ça a des implications qu'on pourrait surtout éviter avec un simple nettoyage des mains et quelques petites précautions. On voit beaucoup de gale. Alors là, il ne s'agit plus d'une bactérie, puisque la bactérie rentre dans le corps, s'y développe et on la tue, entre guillemets, avec des antibiotiques, qu'ils soient locaux ou par voie générale. Là, on parle d'un parasite, c'est-à-dire un organisme à part entière qui vit sa vie sur votre peau, mais qui existe, qui a une vie propre. Et ce parasite, c'est ce parasite de la gale. En fait, il crée des petits tunnels dans la peau et des lésions qui sont très prurigineuses. La troisième chose qu'on voit beaucoup, ce sont les lésions de mycose. Alors, toute forme de mycose, surtout cutanée. C'est ces taches blanches. Les gens viennent parce qu'ils ont des taches blanches. Alors là, c'est un champignon. Le champignon, c'est toute une histoire. Le champignon, c'est pas le même développement. En fait, on l'a dans notre corps, le champignon. Et il est maintenu en respect par nos bactéries, par notre équilibre de corps. Et pour des raisons X ou Y, il va se développer plus facilement. Le champignon, c'est les taches qu'on attrape parce qu'on a la peau humide et chaude, et en particulier parce qu'on va se baigner et qu'on garde le maillot de bain humide sur soi. C'est vrai qu'on confond souvent virus et bactéries. La bactérie se développe dans un organisme hôte, c'est-à-dire le nôtre. Le virus rentre dans nos cellules. C'est pour ça que le virus, on ne peut pas le tuer avec des antibiotiques alors qu'on tue plus facilement la bactérie. Il en existe énormément, il en existe des milliards et des milliards. Le problème du virus, c'est qu'il rentre dans nos cellules et qu'il se développe aux dépens de notre cellule. Donc on ne peut pas le tuer. Donc c'est pour ça qu'on dit d'une manière générale qu'on ne donne pas d'antibiotiques sur les virus, ça ne sert strictement à rien. Donc, en dehors de cette parenthèse, si on revient au staphylocoque doré, le staphylocoque doré, c'est donc des réservoirs, c'est le germe le plus fréquent ici, sur le territoire, mais également en métropole. En métropole, c'est le germe qui pose le plus de problèmes dans les infections nosocomiales, c'est-à-dire qu'on attrape dans les hôpitaux. Parce que ce sont des germes qui sont tellement habitués aux antibiotiques qu'ils ont développé d'énormes résistances. Donc ça peut donner des tableaux dramatiques, surtout sur lesquels on ne peut rien. Le staphylocoque doré en Calédonie est beaucoup plus gentil parce qu'il ne résiste à rien. Par contre, chaque consultation au dispensaire, on a au moins 10 voire 15 furoncles, panaries. Ça a des noms différents, mais c'est toujours du staphylocoque qui sécrète du pus. Et si c'est sur la pulpe du doigt, ça va être un panari. Si c'est autour d'un poil, c'est un furoncle. Si c'est autour d'un cil, c'est un orgelet. C'est toujours du staphylocoque. Il se développe sur la peau d'autant plus facilement que la peau est fragilisée. C'est-à-dire un enfant qui a des bactéries comme vous et moi sur la peau va se gratter. La peau, il y a des micro-lésions et le germe va se développer d'autant plus.
La première barrière, c'est d'abord le savon. Je veux dire que se laver les mains, laver son corps, ça permet d'avoir moins de germes sur la peau. Éviter de se gratter, surtout comme font les enfants avec des mains sales, ça évite les micro-lésions et la surenchère de bactéries, donc ça évite énormément les furoncles. Donc nous, de toute façon, les infirmières le font très bien chez nous, c'est qu'elles sont habituées, la première chose qu'elles font, c'est une éducation sanitaire, c'est-à-dire d'expliquer à l'enfant et à sa maman la nécessité de se laver, et ce, avant même de traiter le problème. L'antibiotique, oui, local ou par voie générale, on y arrive toujours. La prévention, c'est le savon, c'est les mains propres et beaucoup de petites précautions de base. Voilà, alors c'est vrai qu'ici on a tendance à ne pas s'affoler lorsqu'on a des furoncles ou de l'impétigo, et bien souvent on va chez le médecin lorsque c'est déjà bien développé. C'est vrai qu'ici c'est l'attitude casse pas la tête, c'est pas grave, ça va passer, mais comme le disait le médecin justement, eh bien non, justement il faut consulter dès le début pour pouvoir avoir plus de chances de guérir rapidement. Et puis chez nous on utilise aussi les plantes pour se soigner, par exemple pour soigner la varicelle, les feuilles de corosol, etc. Il y a plein de plantes, donc des fois il faut allier les deux peut-être. Alors qu'on utilise l'un ou l'autre ou qu'on allie les deux, l'important c'est de se soigner. Très bien, merci beaucoup Anna. On te retrouve pour une nouvelle rubrique bientôt. Et bon week-end à toi et à vous tous. La sécurité en mer, c'est notre sujet du jour en cette veille de week-end. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Chloé. Alors dis-nous, lorsque l'on part en mer, il faut donc faire une vérification du matériel, n'est-ce pas? Par quoi faut-il commencer? Alors, première chose que j'aurais envie de dire à nos chers téléspectateurs, à qui je n'ai pas dit bonjour d'ailleurs, bonjour, il faudra donc s'assurer que le bateau est prêt à prendre la mer, donc s'assurer de l'état d'entretien de son bateau. Ensuite, il faudra connaître la zone de navigation où l'on va se trouver, et puis identifier aussi les abris aux alentours, on ne sait jamais si la météo change en cours de journée. Ensuite, il faudra bien évidemment consulter les bulletins météo. Et prévenir les proches. Alors du côté du matériel, que faut-il vérifier exactement? Alors, seule obligation formelle, c'est donc d'avoir à son bord le matériel de sécurité adapté donc à la distance de navigation. Et puis bien évidemment, savoir l'utiliser. Donc pour cela, moi je renvoyais nos chers téléspectateurs vers une fiche de renseignement qui est en ligne et qui est très bien expliquée et détaillée sur le site suivant afmar.gouv.fr. D'accord, donc ça c'est au chef de bord de choisir l'option la plus adaptée? Eh bien oui, parce qu'en fait, si tu veux, l'équipement donc individuel de flottabilité va être choisi en fonction en fait de la distance à laquelle on se trouve d'un abri. Donc si on est à une distance assez courte, ce sera donc une aide à la flottabilité qui sera suffisante. Si par contre on se trouve plus ou moins loin de cet abri, il faudra prévoir un gilet de sauvetage pour adultes et pour enfants. Ensuite, il faudra aussi prévoir des moyens de repérage lumineux, donc ça peut être une lampe, des feux à retournement ou encore un projecteur. D'accord, il est aussi recommandé d'embarquer une VHF. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors la VHF c'est en fait une radio, donc on précise même VHF ASN pour appel sélectif numérique. Donc il faut savoir effectivement que grâce à cet équipement, on peut prendre contact directement avec les navires qui se trouvent aux alentours et également être en contact avec les moyens de secours. Ensuite, il est aussi conseillé d'emporter avec soi un GPS. Le GPS sert bien évidemment à localiser sa position et donc à la faire savoir aussi au centre de secours, par exemple, qui peut être le MRCC, le centre de sauvetage d'ailleurs. Et puis on peut aussi prévoir autre chose, un dispositif aussi de lutte contre l'incendie, et puis une paire de gants, ça peut être utile. D'accord, et puis on peut prendre aussi un couteau, une trousse de premier secours aussi, ça peut s'avérer utile. Exactement Chloé, emporter de l'eau douce peut être aussi à prévoir, bien évidemment, des vivres et puis une bâche. Et puis il est aussi recommandé d'avoir avec soi un filtre à carburant, des piles et puis également des ampoules électriques. Mais je te propose qu'on aille au cœur justement du centre de sauvetage, le MRCC. On y était l'an dernier pour nos chers téléspectateurs, donc on va découvrir un petit peu quelle est leur organisation. On regarde. Le MRCC, c'est le Maritime Rescue Coordination Center. C'est le centre de coordination de sauvetage maritime, plus connu sous le nom de PC Secours en mer, donc le téléphone 16.
Donc le MRCC, c'est un centre opérationnel à partir duquel on fait une veille H24, 365 jours par an, des alertes de détresse ou des demandes d'assistance des navires en mer. Alors vous avez derrière moi donc, le chef de quart qui assure une veille H24. Donc là, le second maître actuellement en poste est là pour 24 heures et il va assurer depuis cette salle la veille de l'ensemble des alertes, les alertes des balises de détresse de type SARSAT-COSPAS, les alertes Inmarsat Charlie, un système de communication satellitaire, et bien sûr la veille téléphonique. Le MRCC, bonjour. Oui, bonjour, ici la vedette Conquérant, je vous appelle parce qu'on a un feu à bord. Je suis au mouillage devant l'îlot Larinière. Feu à bord, îlot Larinière. Ok, est-ce que vous avez un extincteur à bord, monsieur? Oui, on a un extincteur, on l'a percuté, ça n'a pas suffi, et puis maintenant on n'a plus de capacité d'extinction à part l'extincteur. Ok, donc vous me confirmez, le feu est non maîtrisé? Le feu n'est pas maîtrisé, oui. Ok, on traite la totalité des opérations qui peuvent se passer en mer. Ça va du véliplanchiste en difficulté jusqu'au porte-conteneurs qui aurait un incendie à bord, en passant par des évacuations médicales sur les paquebots ou du voilier qui s'est échoué sur une patate de corail. Alors l'opérateur, donc le chef de quart du MRCC reçoit cette alerte, il va faire une première analyse de cette alerte et il va prévenir l'officier qui est de permanence, qu'on appelle le coordonnateur de mission de sauvetage. C'est cet officier qui est responsable civilement et pénalement de la coordination des opérations de sauvetage et c'est lui qui va valider la proposition du chef de quart ou décider d'une autre proposition pour choisir tel ou tel moyen. Le but du jeu, c'est de choisir le moyen le plus adapté par rapport à la situation. Tabler sur une intervention d'ici combien de temps? Une demi-heure, je dirais. Très bien, je vous remercie. Ok, à tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure. Ouais, la gendarmerie? Oui, le MRCC à l'appareil. Oui, je souhaitais savoir si l'hélicoptère était disponible. On a un incendie là sur une vedette du côté de l'Arinière. La première chose, il va y avoir le degré d'urgence. En effet, un navire qui est en panne moteur par beau temps dans le lagon, l'urgence n'est pas énorme. Une personne qui fait une crise cardiaque sur un navire quel qu'il soit en mer, déjà on est dans un degré un peu plus important. Un homme à la mer va être un événement grave. Une inquiétude parce que tel ou tel bateau n'est pas rentré, et bien c'est à nous d'analyser si en effet cette inquiétude nous paraît très inquiétante ou moins inquiétante. Bon, donc l'hélico n'est pas dispo, on va vous déclencher la vedette SNSM, la Croix du Sud. Alors le MRCC travaille en fait avec toutes les administrations. On n'a pas de moyens propres, c'est-à-dire que le MRCC n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas de bateau, mais on va faire intervenir un bateau de la Société nationale de sauvetage en mer, un hélicoptère de l'armée de l'air, un avion de l'aéronautique navale, de la marine nationale. On va faire intervenir le centre de consultation du SAMU de Toulouse pour les consultations médicales. On va faire intervenir le SAMU de Nouméa. On va faire intervenir les ambulances. On va faire intervenir les pompiers, la police municipale, la police nationale, la gendarmerie. Vraiment, voilà, on a à disposition l'ensemble du panel que les administrations nous offrent. On continue sur notre incendie. C'est bon, vous avez eu la SNSM? Oui, j'ai eu la SNSM, ils partent, délai d'intervention 45 minutes, le temps de rallier tout le monde. Ok, bon, parfait. Et il me faut un contact VHF dès qu'ils apparaissent. Très bien. La SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, est notre opérateur privilégié, puisqu'ils assurent à eux seuls près de la moitié des interventions.
Voilà, alors pour prévenir tous les risques, il y a aussi un bon comportement à adopter, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est aussi une obligation. Il faut donc bien évidemment prévenir tous les dangers bien évidemment du lagon et puis respecter aussi les hauts fonds, les récifs et patates de corail. Il faut aussi lors de la navigation observer aussi autour de soi. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir pas trop loin de l'embarcation. Ça peut être un animal mais ça peut être aussi un humain. Et puis il faut également penser à limiter sa vitesse, respecter le balisage en mer et le balisage des plages. Et puis il faut aussi, lorsqu'on veut s'amarrer quelque part, utiliser les corps morts qui sont mis à disposition des plaisanciers. Très bien. Alors justement, est-ce que tu as d'autres recommandations pour les plaisanciers? Alors moi j'en aurais une petite dernière, ça concerne le gilet de sauvetage en fait. Il faut éviter donc de le stocker en fait au soleil. Et puis après chaque utilisation, il faut donc le rincer à l'eau claire et puis aussi le laisser sécher. D'accord. Et on finit par un rappel des différentes adresses sites internet où l'on peut justement trouver des compléments d'infos. Oui, alors je rappelle le site internet dont on a parlé tout à l'heure, afmar.gouv.fr. Ensuite, il y a également le site snsm.org. Et puis le numéro aussi de PC Secours en mer, qui est donc le 16 à composer en cas de détresse. Et puis vous pouvez bien évidemment les joindre à ce numéro 26 47 72. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces infos, Marie-Hélène. Avec grand plaisir. Au revoir et bonne journée. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Les vacances sont l'occasion de vous retrouver, de vous détendre, de découvrir de nouveaux endroits et pourquoi pas aussi d'essayer de nouveaux moyens de transport. Insolites, pratiques ou écologiques, les inventions ne manquent pas pour nous faire profiter des paysages que nous visitons en vacances. Petit tour d'horizon. La science et nous, Chloé. Alors, pour un road trip, rien de mieux qu'une caravane pour se déplacer. Et celle que tu vas nous présenter a un gros avantage sur les autres. Oui, alors imaginez, c'est un concept assez simple. Vous conduisez, vous découvrez, vous profitez. Et puis là, vous tombez sur un plan d'eau avec un magnifique îlot en plein milieu. Vous avez envie d'y aller, c'est normal. Et grâce à cette caravane, rien de plus simple, il suffit de la mettre dans l'eau. Oui, vous avez bien compris, cette invention est enregistrée en tant que caravane, mais c'est aussi une embarcation et qui a l'air très confortable en plus. Son inventeur l'a appelé Sealander et l'a équipé d'un moteur électrique pour la propulser. En fait. Ça a l'air d'être un super concept, fallait y penser. Alors comment est-ce que l'inventeur a rendu ça possible? Alors cette caravane waterproof est construite d'une seule pièce en fibre de verre qui est renforcée avec du plastique et surtout elle ne pèse que 380 kg. Elle est équipée tout confort, lit convertible, coin cuisine, rangement et franchement on s'y voit bien profiter d'une belle nuit étoilée tranquillement installée. Je vous laisse découvrir en images le Sealander, la caravane qui se transforme en bateau. Regardez. Est-ce une caravane ou bien un bateau ? En fait, c'est un Sealander, tout simplement les deux à la fois. Cet engin peut à la fois servir de caravane sur terre et une fois sur mer, c'est un bateau électrique dont le moteur peut le pousser jusqu'à 9 km/h. Le Sealander fait un peu plus de 4 mètres de long pour 1,68 m de large. Il est né du cerveau fertile d'un inventeur allemand, Daniel Straub. Le principal avantage est qu'il est possible de combiner les deux moyens de transport. Cela offre plus de possibilités pour les gens. Normalement, si vous avez un bateau ou une caravane, vous décidez lequel vous allez mettre derrière votre voiture. Là, vous êtes libre et vous n'avez pas à faire ce choix. Le Sealander peut transporter 2 personnes. Il est aménagé comme n'importe quelle caravane, avec donc une kitchenette, un lit et même une stéréo. Avec le toit ouvrant, il est possible de profiter des étoiles la nuit. Ma vision est devenue réalité. Bien sûr, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Et souvent, ils regardent avec beaucoup d'attention. Et souvent, ils se demandent ce que ces fous font sur l'eau. Le passage de la terre à la mer se fait en seulement quelques secondes. Le Sealander s'attache à la voiture comme n'importe quelle caravane et peut prendre la route. Bien entendu, l'invention de Daniel Straub a un certain coût, compté entre 15 et 18 000 € selon le modèle.
franchement ça a l'air super sympa. Moi je m'imaginerais bien visiter la Nouvelle-Zélande par exemple là-dedans. Mais c'est clair, ça sent vraiment bon les vacances Sealander. Bon, par contre plutôt en location vu le prix en ce qui me concerne, hein, mais ça fait envie, c'est sûr. Pour la suite, quelque chose de plus abordable et qui s'impose de plus en plus comme le meilleur moyen de locomotion dans bien des contrées et bien des villes. Pratique, sain, ludique et peu onéreux, vous l'aurez compris, nous parlons du vélo. Il nécessite tout de même, comme tous les deux roues d'ailleurs, de la concentration, surtout en ville, et les deux mains sont réquisitionnées. Et oui, et quand on découvre une nouvelle ville à vélo, c'est pas forcément évident hein, de se repérer tout en restant prudent sur la route. Alors l'appareil que tu vas nous présenter est censé changer ça, il me semble. Alors apparemment oui, il s'agit du Smart Halo, un appareil intelligent pour vélo qui vous permet de vous concentrer sur le plus important, c'est-à-dire eh bien, la route évidemment. C'est comme ça en tout cas que les concepteurs ont présenté leur invention, un GPS pour vélo donc, mais pas seulement, puisque c'est un objet connecté aux fonctionnalités multiples dont d'ailleurs vous voudrez peut-être vous équiper après avoir vu ce reportage. GPS super basique à monter sur vélo. On regarde. Trouver son chemin en toute sécurité tout en circulant à bicyclette. C'est ce que devrait permettre de faire le Smart Halo conçu par une société canadienne. Il se monte sur le guidon, il donne donc la direction comme le GPS qu'il est, ainsi que la vitesse moyenne, la distance parcourue, le dénivelé et les calories brûlées. Le vélo en ville ne devient pas plus dangereux. Nous pensons qu'il est même plus sûr parce qu'il est devenu un mode de transport légitime. Pourtant, nous pensons que certains aspects sont toujours dangereux, notamment en ce qui concerne les données de navigation. Avec Smart Halo, on reçoit des instructions très simples et très claires. Le cycliste peut se connecter sur son Smart Halo avec son smartphone. C'est par ce biais qu'il peut accéder aux fonctions GPS. Une lumière verte sur les côtés indique la bonne direction à suivre. Une lumière rouge signale qu'il faut faire demi-tour. Ces concepteurs défendent sa simplicité face aux autres produits actuellement présents sur le marché et jugés par les mêmes comme trop compliqués. D'où l'interface minimaliste qui permet de rester concentré sur la route. Autre fonction de l'appareil, l'alarme. Si le vélo est déplacé ou s'il reçoit un coup, alors une sirène se fait entendre. Quand le soir tombe, l'écran s'allume automatiquement. Autonomie annoncée de la batterie, 3 semaines dans le cadre d'un usage normal. Coût, là aussi annoncé de l'appareil, 100 €. En effet, il a de quoi séduire ce petit GPS avec toutes ses fonctionnalités. Moi, je retiens le système d'alarme qui est quand même très intéressant. Il y a encore beaucoup de vols de vélo de nos jours, hein, surtout dans les grandes villes. Oui, c'est vrai. Et là, eh bien, le système a l'air franchement bien au point. Si quelqu'un essaye de forcer l'antivol, hein, qui est quand même attaché au vélo avec un mécanisme de verrouillage dit de niveau militaire, eh bien, les capteurs de mouvement vont se mettre en alerte et déclencher donc une alarme sonore. Et quand le propriétaire revient vers le vélo, l'appareil détecte son smartphone et arrête l'alarme. Et s'il y a un problème avec le smartphone, que vous ne l'avez pas ou qu'il est éteint, eh bien un code secret à base de morse en tapotant sur l'appareil permet aussi d'arrêter l'alarme. Et pour finir, Mara, un nouveau moyen de locomotion qui nous vient du Chili cette fois-ci. Exactement. Mi-moto, mi-voiture, le premier véhicule électrique chilien devrait être commercialisé en ce début d'année 2016 à un prix défiant toute la concurrence dans le domaine, moins de 10 000 €. L'idée était de concevoir un véhicule qui allie le confort d'une voiture traditionnelle à la légèreté et la polyvalence d'une moto. Alors son nom est Soki et je vous laisse la découvrir en images. C'est parti. Voici Soki, la première voiture électrique chilienne. Elle fait sensation dans les rues de Santiago. Soki, un mot indigène d'une tribu de Patagonie pour dire deux comme deux places. Le véhicule a une autonomie de 60 km et sa batterie se recharge en 3 heures. Daniel Pavez, l'un des concepteurs, explique l'idée de départ, concevoir un véhicule électrique qui allie les atouts d'une voiture traditionnelle et d'un deux roues.
Au départ, j'avais une motivation personnelle, mais plus tard, elle s'est transformée en défi technique que nous avons essayé de résoudre en développant un concept de transport qui tente de fournir le même produit, le même sentiment de sécurité et de confort que vous trouvez dans une voiture, avec en plus l'agilité d'une moto, l'efficacité d'un vélo et en essayant de le rendre très économique. La voiture sera disponible à l'achat à partir de mars 2016. Elle a été développée avec le soutien de Corfo, une organisation gouvernementale qui favorise la croissance économique dans le pays. Elle y voit un atout pour les villes où le trafic est très dense. Ce sont des défis qui vont continuer à croître, surtout dans les villes densément peuplées. Je sais que les concepteurs de cette voiture tiennent à mettre en avant ce projet parce qu'ils ont créé une solution qui est propre, efficace et qui propose des normes élevées de confort et de sécurité. Dans les prochaines semaines, Soki va rouler dans 11 villes à travers le Chili. Objectif, promouvoir un mode de déplacement propre. Oui, ben c'est original cette forme quand même, hein. C'est vraiment ça, un mi-chemin entre une voiture et une moto. Oui, on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de design, il faut le dire. Mais le plus important, c'est qu'en plus d'assainir localement l'atmosphère, même si la voiture électrique n'est pas non plus totalement propre, eh bien, elle permettrait de lutter contre la forte densité de trafic automobile en centre-ville. Ah oui, c'est vrai, c'est avec sa petite taille. Ben oui. Merci beaucoup Mara pour ces infos, puis on te retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine Chloé, bon week-end à tous. Et c'est là-dessus que se termine notre semaine spéciale vacances. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une autre spéciale droit et conseils pratiques. Bon week-end.